et bienvenue à Vivez l'expérience américaine. Aujourd'hui, on parle de soins de santé et de se trouver un emploi aux États-Unis. J'ai reçu beaucoup de questions à ce propos-là. Donc, les gens veulent savoir, bon, est-ce que c'est possible? Il y a des gens qui pensent que ça va être compliqué, puis que finalement, c'est plus simple. Puis il y en a des gens qui pensent que ça va être excessivement simple, puis finalement, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a le visa screen, il y a bon, quel visa? Il y a le TN pour les Canadiens, H1B pour les Français. Donc, je voulais parler avec quelqu'un qui avait fait le move. Puis en fait, c'était quand même facile pour moi de trouver quelqu'un parce que je vis avec quelqu'un qui, euh, qui est venu ici sous un TN, qui a passé par le visa screen, puis aussi voir là, l'évolution, parce qu'on parle souvent d'opportunités aux États-Unis, que l'opportunité est grande, voir qu'est-ce que ça représente vraiment l'opportunité. Donc, on va aller rejoindre mon conjoint Pierre-Luc. Salut Pierre-Luc. Allô? En fait, je connais ton histoire, là, fait que je vais te poser des questions comme si je connaissais rien. Mais bon, toi, t'es arrivé aux États-Unis sur un TN comme infirmier, avec une éducation du Québec. Tu n'avais pas encore de bac, dans le fond. Puis dis-moi un peu là, comment ça s'est passé pour toi le processus. C'est ça, c'est certain qu'après on va expliquer comment maintenant ça l'a changé, mais explique-moi un peu le processus. La première étape dans ce temps-là que j'avais faite, c'est de trouver un potentiel employeur. J'avais une couple de leads, un avec avec un recruteur d'un hôpital, puis avec une autre, c'est une agence de placement. Les deux m'ont comme un peu donné des pointers, là, des suggestions là, pour comment Mhm. genre, arriver à avoir ma licence américaine et ainsi de suite. Euh, L'agence, c'est celle qui m'a donné probablement le meilleur indice, qui était dans ce temps-là, ça a probablement changé, mais dans ce temps-là, il fallait que. Il m'avait suggéré d'aller chercher ma licence avec l'État du Minnesota. Parce que la seule affaire qu'ils demandaient, eux autres, c'est une licence d'infirmier, infirmière canadienne. Ça ne dérangeait pas de quelle province, ça prenait juste une licence canadienne. Et passer le NCLEX, qui est l'examen de l'ordre aux États-Unis, qui est un examen national. Mhm. Um, et payer les frais, évidemment. Alors, j'ai fait ça. Et puis, ça a pris. Ben, là, j'allais passer le test de NCLEX au Vermont, à Burlington. Passé du premier coup. Et ensuite, ça a pris peut-être une semaine ou deux, j'ai eu ma licence du Minnesota. Et pendant ce temps-là, j'avais identifié qu'on voulait, ben, on avait identifié qu'on voulait aller au Texas, puis on commençait à savoir un peu où on s'en allait. Et puis au Texas, la façon facile dans ce temps-là d'avoir une licence, c'est d'appliquer on appelle ça par endorsement. Je sais pas Mhm. comment le dire en français, là, mais c'est quand tu as une licence un autre État américain, tu as juste à appliquer pour la licence du Texas. La seule affaire qui avait besoin, eux autres, c'est que tu avais une licence d'un autre État américain. C'est tout ce qu'ils demandaient comme qualification. Euh, alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai appliqué par endorsement au Texas. Ça n'a pas été long, une couple de semaines. J'avais une licence comme temporaire jusqu'à temps une couple de semaines plus tard, j'avais ma vraie licence. Euh, Entre-temps, j'avais je me souviens plus c'est dans quel mois j'avais fait ça. L'examen, c'est au mois de mai, je pense, avant qu'on aille à Cuba. Avril, peut-être. Et au mois de juillet, pendant le mois de juin, je m'étais organisé une entrevue à un hôpital à Houston, au Texas. Et puis, on était devenus ici, nous deux. Mhm. C'est la fin de semaine du 4 juillet, en principe. On est arrivé le dimanche, je pense. Et puis, le lundi matin, j'avais une entrevue. On était venus tous les deux ici en avion. Il m'avait payé mes dépenses, je paye pour tes dépenses. Mhm. Euh, le lundi après-midi ou le mardi matin, j'avais déjà une offre d'emploi. Et puis, on est reparti avec ça. Ça n'a pas été long, on a accepté.
parce que c'est ça qu'on voulait faire. Et ensuite, là, le plus dur après ça, c'était de trouver la date que j'allais commencer, là, parce que à ce moment-là, c'était comme genre le point de non-retour, là, dans le sens, ben, on aurait toujours pu arrêter à dire on reste au Québec, on bouge plus, là, mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu te commettes, puis tu regardes plus en arrière, là. Et puis là, c'est une course contre la montre parce qu'on avait décidé d'arriver ici pour le premier lundi après la fête du travail dans ce temps-là. Là, je pense que je commençais le 8 septembre. Mhm. Il se trouvait être la même affaire que cette année, dans le fond. Le 8 septembre, c'est un lundi. Il y a 22 ans. Et puis, là, on avait plein d'affaires à faire. On restait en appart, au moins, on n'avait pas de maison à vendre. Là. Mais on a vendu gros de nos affaires. Je pense que j'avais sous-loué l'appartement à un fellow en chirurgie cardiaque de l'hôpital Laval, parce que je travaillais. Il avait acheté une coupe de mes affaires. Il fallait faire comme émigrer, faire la paperasse pour faire émigrer notre auto, qui était un Toyota Echo 4x4, c'est une joke, 2002. Il a fallu que je fasse Ouais. poser l'air climatisé dedans. C'était du taponnage. C'est juste que je venais de commencer une location avec cette auto-là, fait que ça aurait coûté trop cher pour. Il y a des affaires à un moment donné qu'il fallait que je coupe pour sauver du temps, avec on a décidé de juste faire poser l'air climatisé dedans, puis dealer avec les conséquences plus tard. Ouais, attends une minute, OK, parce que là, je veux qu'on reprenne les choses, là, parce que t'en dis beaucoup, là. Parce que c'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais je veux qu'on comprenne, mettons, les étapes. Euh, donc, la première étape, ça a été vraiment de dire, euh, bon, moi, je vais aller habiter aux États-Unis, est-ce que je suis capable de me trouver une job? Chose que, en ce moment, par contre, ce sera un peu différent. Puis, je veux juste que, je veux juste être clair pour les gens qui nous écoutent. En ce moment, l'étape numéro un, ce serait bon. Oui, là, peut-être de tâter le terrain, sauf que si vous essayez de tâter le terrain sans avoir fait les démarches au niveau du, euh, du visa screen, chose que tu as eu à passer, mais après, pour pouvoir avoir ta carte verte, puis d'avoir passé le NCLEX, faut que tu fasses ça avant même, dans le fond, d'essayer d'aller trouver un emploi. Donc, première étape, c'était d'essayer de trouver un emploi. Deuxième étape, ensuite de ça, c'est vraiment là, d'essayer de, 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 d'avoir tout ce que tu as besoin pour être éligible. Donc, aller chercher ton permis de travail, ta licence, mettons, de l'État, blablabla. Tout ça, c'est encore actuel, c'est-à-dire que oui, il y a des États où c'est plus facile d'avoir sa licence d'infirmière plus que d'autres, surtout en étant québécois. Euh, c'est malheureusement un problème toujours à cause de l'éducation, parce que l'éducation au Québec est différente de partout ailleurs, puis la langue. Malheureusement, tout doit être traduit souvent. Fait que, tu sais, c'est comme une étape supplémentaire. OK? Bon, donc, là, t'as passé, bon, t'as déménagé ta voiture parce que ça, c'est une autre histoire. Faut faire l'immigration pas juste des personnes, mais de la voiture. Et une chose que t'as pas parlé, c'est que on a dû se marier. Mais ça, on le savait pas vraiment. Qu'on a fait ça à la dernière minute, c'est-à-dire, bon, je pense Le qu'on s'est 5. marié. Non, non, pas le Hein? 5. Non, 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 ça Le ne se 5, c'est la rappelle journée où même on est pas. arrivé. OK, on s'est... Oui, on est arrivé au Texas le 5. Non, on s'est marié le 31, le 31 août, puis on partait vraiment quelques jours là, avant. Là. Donc, euh, on ne savait pas qu'il fallait le faire, mais c'est essentiel. Donc, on a dû faire ça. Et là, tu arrives au Texas. Là, question, comment était ton anglais? Dans ce temps-là, tu te trouvais bon, puis c'est ça. Je me suis considéré probablement bilingue avec le standard du Québec, là, mais disons que c'était pas. Ben, c'était assez bon que je puisse passer une entrevue puis, en personne à Houston, puis qu'ils m'engagent. Mais je pense que je suis capable de me débrouiller puis tout, là. C'est juste que
quand j'ai commencé à travailler, le premier mois, c'était comme un ajustement, là. C'est genre vraiment, mettons, des acronymes en français pour mettons, un comptage ou ces affaires-là. C'est comme l'inverse en anglais. Fait que c'est comme mon cerveau fait du travail de reculons un peu, là. Ça a été comme un ajustement au début, là. Puis, je travaille. Ici, il y a vraiment beaucoup d'immigrants, puis surtout les médecins, on voit qu'ils viennent tous de l'Inde ou ces places-là, puis il y en a qui ont des accents un peu plus Mhm. prononcés que d'autres. Puis c'était. Même juste l'accent texan, là, c'est Ah difficile à ouais, comprendre. c'était juste Ouf! essayer de les comprendre, surtout au téléphone, là, c'était genre vraiment, les 2, 3 premiers mois, là, c'était relativement stressant, là, j'étais là. Je mettais le téléphone, là, quasiment dans ma tête, là, pour être sûr que je comprenne tous les mots qu'ils vont dire. Surtout au milieu de la nuit, là, quand ils sont couchés, puis ils marmonnent, là, ça, c'était, mais communiquer, parler, je pense que c'était correct, là, ils me comprenaient, en tout cas, ou ce que j'avais l'impression qu'ils me comprenaient. Mais disons que j'étais pas le meilleur en anglais, c'est sûr, là. Mais j'étais correct pour être engagé, puis probablement que si j'étais moins bon que je pensais que je l'étais, c'est probablement que la boss elle était assez intelligente pour savoir que en travaillant dans le milieu anglophone, ça allait s'améliorer rapidement, là. Ouais, Fait c'est que ça. c'est une chose qui s'est produite, là, évidemment. Donc, là, quand tu as commencé à travailler, au Québec, tu travaillais aux soins intensifs, c'est ça? Puis, tu as transféré, dans le fond, dans un environnement similaire, donc CVICU, cardiovasculaire, soins intensifs cardiovasculaires. Quand tu as commencé à travailler, c'est quoi les grosses différences, là? Des choses qui t'ont vraiment frappé, tu te dis, oh boy, c'est vraiment différent de ce qu'on fait au Québec. C'est vrai, ben, au Québec, dans un sens, à l'hôpital Laval, ce que je travaillais, c'est comme, on était comme plus autonome dans le sens qu'il y avait pas beaucoup de médecins qui couvraient, il y avait pas personne à l'hôpital la nuit qui était là, fait qu'on avait beaucoup de protocoles à suivre pour quoi faire si la pression tombe, peu importe la situation. Et puis, on suit un algorithme, puis si on arrive à la fin, puis le problème n'est pas réglé, mais là, on appelle le médecin. Euh, Fait que des fois, on était probablement borderline à jouer au médecin un peu au Québec, là, parce qu'il n'y avait pas de médecin qui nous supportait la nuit vraiment. Parce qu'à Houston, là, présentement, c'est encore plus évolué que c'était dans le temps, parce que ça faisait un peu plus commencer dans le temps, là. Il y avait des intensivistes, des médecins spécialisés en soins intensifs qui étaient là pas mal. Dans ce temps-là, ils ne couchaient pas là la nuit, mais il y avait qu'est-ce que tu appelles des physician assistants ou des nurse practitioners, ou je pense qu'on ça des super infirmières au Québec, là, infirmières, ou infirmières Oui, praticiennes, en tout cas, praticienne, oui, c'est affaires ça. comme ça, Mhm. euh, qui étaient là, puis qui couvraient, qui étaient là 24 heures sur 24. Il y avait tout le temps quelqu'un qui était là, puis c'est eux autres qui appelaient le médecin s'il y avait un problème, ou qui appelaient le chirurgien si c'était plus chirurgical, le problème. C'était plus ça la différence. Au Québec, si un patient était sur la dialyse, ben, il y avait un infirmière pour le patient et un infirmière pour la machine. Tandis qu'aux États-Unis, c'était, ça comptait pas, là. Tu avais tes deux patients pareils. Mais c'était correct parce que c'était pas. C'était probablement au Québec, là, c'est le syndicat là, qui faisait qu'il ne fallait pas que le monde travaille trop fort, là, mais aux États-Unis, tu avais tes deux patients pareils. Puis au Québec, tu avais un patient dès qu'il était malade un peu, c'était un pour un, mais aux États-Unis, il fallait vraiment qu'il soit plus malade pour être deux pour un. Mais je pense qu'on avait plus de support overall pour être capable de gérer plus de deux patients, mettons, qui sont un peu plus malades, euh, pour être capable d'arriver. Mais j'ai jamais, à part un chiffre une fois de temps en temps de même, je me suis jamais genre comme senti, c'est trop, là, je suis Là, tu as capable parlé t'as parlé, tu as dit le mot syndicat. T'as jamais eu de syndicat aux États-Unis. Euh, est-ce que tu penses que est-ce que tu penses
que ton emploi, que la façon dont tu te faisais traiter, tes bénéfices, tes conditions de travail, tout ça, c'était mieux que le Québec en général, là? Ah ouais, ça, il n'y a pas de doute, là. J'ai jamais eu peur de ma job. Ah, les seules personnes vraiment que j'ai vues qui sont soit faites genre mettre dehors ou avoir des problèmes, si on vraiment comme couru après, là. Tu sais, c'était pas genre juste parce qu'ils fermaient pas la face, là. C'était plus parce que euh, vraiment un manque de performance ou des erreurs graves, des affaires comme ça, là. Mhm. Chose que peut-être même au Québec, ils seraient capables de faire quelque chose avec, là, contre les syndicats. Mais par rapport au salaire et tout ça, et à Houston, c'est un milieu très compétitif pour ceux qui travaillent dans le monde médical parce qu'il y a genre 6-7 hôpitaux dans le même, Dans le même, comme ouais, un en petit même place. centre-ville, si on veut, là. Fait ils compétitionnent tous pour avoir les meilleurs, puis c'est puis ça, puis ils montent les salaires régulièrement, puis ils font des ajustements de marché, puis genre, si bon, l'hôpital à l'autre bord de la rue, il commence à payer le nouveau gradué, exemple, c'est probablement plus que ça aujourd'hui, là, mais dans le temps, mettons, c'était euh, 22 piastres à l'heure, mais là, nous autres, on paye 21, mais qu'on va monter ça à 22 et 25, mettons. Ben, Fait c'est que là, sûr ça que peut monter. c'est Comme beaucoup moi, là, plus maintenant. quand j'ai passé mon entrevue, ils m'ont offert une job, c'était en 2003, ils m'offraient 22 piastres et 50 dollars. Mhm. 2 mois plus tard, au mois de septembre, avant même d'avoir commencé, j'avais même pas fait l'orientation des ressources humaines encore, puis j'étais rendu à 23 piastres de l'heure. Juste parce qu'ils avaient monté tout le monde comme ça. Puis tu avais Oui. une prime supplémentaire de nuit, chose que tu n'avais pas nécessairement quand tu étais Ouais, au puis Québec. l'autre affaire aussi, parce qu'au Québec, je sais pas si c'est encore comme ça me surprendrait pas que ce soit encore comme ça, c'est que tout ce qui faisait fourrer au Québec, c'est les heures de. Ils font, mettons, tu faisais ton 40 heures, mais tu étais payé 36,25 si tu travaillais pas Ah ouais, c'est vrai. overtime, là. Fait que tu perdais 3 heures,75 par semaine à cause de ton heure de lunch. Sauf que t'arrives un chiffre qui commence à 8 heures, qui finit à 4 heures, t'arrives pas à 8 heures, puis tu pars à 4 heures, tu sais, t'arrives au moins 15-20 minutes un peu avant, puis tu restes 15-20 minutes un peu après, parce que tu fasses le rapport, puis c'est tout ça. Mais ici, c'est le même que ça marche. Ici, un chiffre de 12 heures, euh, mettons ton chiffre commence à 7 heures du matin ou du soir, euh, ils s'attendent que tu arrives à 6h45, puis que tu restes jusqu'à 7h15, 12 heures plus tard. Question les deux chiffres se rencontrent pendant à peu près une demi-heure, puis un temps de donner un rapport face à face. Mais ce temps-là, tu étais payé. Le seul temps que tu n'étais pas payé sur ton 12h30, c'était on avait une demi-heure de lunch. Pas payé. Le monde, sur papier, c'est une demi-heure de lunch, mais la nuit, le monde, je pense qu'il prenait 1 heure parce que c'était plus tranquille, évidemment. Là. Mhm. Quoi qu'au Québec, on prenait 2 heures sur un chiffre de 8 heures. Là. Ici, on prenait 1 heure sur un chiffre de 12 heures. Puis moi, je suis pas du genre à aller en break aux 20 minutes. Là, fait que je prenais tant que j'avais le temps de manger, puis je revenais, puis j'avais mangé, puis j'avais pas besoin de prendre un break le matin, l'après-midi, puis c'est mon heure de lunch. Moi, c'est 2 cigarettes. J'aimais mieux rester avec les patients que des fois que de partir, puis donner un rapport, de revenir, rester là, puis tout avait bien. Mais ça, fait que t'étais payé 12, un chiffre de 12 heures, t'es payé 12 heures. Fait que si tu travailles, mettons, là, on faisait 7 chiffres par 2 semaines. Fait que on faisait 84 heures par 2 semaines. Mais Mhm. le temps, dans la semaine que tu travaillais, une semaine, tu travaillais 36, puis l'autre, tu travaillais 44 ou 48. Ça pouvait être 80 ou 84 heures, là, parce que des fois, il se faisait un chiffre de 8 heures là-dedans, en tout cas. Mais le temps que tu travaillais supplémentaire dans cette semaine-là, ça faisait 44 heures, mettons, mais il était payé évidemment à temps et demi, là. Tu sais, il y a des lois ici quand même par rapport aux heures supplémentaires, aux 40 heures. Oh, Il n'y a oui, pas c'est besoin de ça. Je veux dire, c'est pas besoin de pas. syndicat pour. Non, non, c'est ça. Il n'y a pas Et, vraiment besoin de syndicat. Puis bon, les salaires, c'est compétitif. Bon, c'est sûr tu sais, que il n'y a pas il y a pas d'ancienneté, là, tu sais, comme on parle souvent. Donc, souvent, ce que ça fait, c'est que les gens vont genre changer d'un hôpital à l'autre pour essayer d'aller chercher un meilleur salaire d'une place ouais. à l'autre. Mais tu sais, je veux dire, c'est juste ce que je voulais démontrer
c'est que il n'y a pas besoin, tu sais, le syndicat n'était pas un besoin. Je dis pas que le syndicat a jamais été un besoin dans l'histoire des travailleurs, sauf que dans ce cas-ci, parce que souvent c'est ça qu'ils disent, ah oui, mais là, tu sais, aller travailler pour une place, pas de syndicat, les gens ont comme peur de pas être protégés. Mais c'est tellement pas la réalité dans le fond parce que je pense que tout est au-dessus. Tu sais, t'avoir connu à l'hôpital Laval, puis ensuite de ça, travailler ici, les conditions de travail, le stress, j'avais l'impression que ici c'était beaucoup mieux pour ça. Là. Um, Si tu fais ta job, t'as pas peur de te faire mettre dehors. Là, oui, des fois, il y a ces hôpitaux la plupart sont privés ici, puis des fois, ça peut arriver, surtout si tu travailles pour un hôpital qui est plus un petit hôpital qui a de la misère un peu financièrement, ça peut arriver du jour au lendemain, ils ferment la porte, puis tu perds ta job. Ou ils font des layoffs qu'ils appellent, là, genre c'est comme ils ont trop de staff, Mm-hmm. ils en mettent dehors, mais tu sais, c'est pas vraiment un congédiement. Oui, ça peut arriver. C'est Mais rare. habituellement, ce monde-là, il se retrouve une job assez rapidement, là, parce que Ouais, il y a tout le temps des jobs ouverts dans les hôpitaux. ouais. Les hôpitaux, ils n'arrêtent pas d'agrandir, ici, ils rajoutent des lits. C'est incroyable. Puis tu Ouais, sais, ça, ils n'en parlent pas pendant 10 ans. Là, quand ils décident qu'ils ont besoin d'un nouveau building, là, 5 minutes plus tard, le building, ils sont déjà en ouais. train de creuser un trou pour. Euh, Puis là, mais ça, je veux qu'on parle de l'opportunité, OK? Parce que ça, c'est un peu, puis ça, c'est pas juste dans le domaine de la santé, là, c'est dans tous les domaines. On parle souvent qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'opportunités. Quand je parle d'opportunités, mettons dans ce domaine de la santé, je parle d'accès à des emplois. Tu sais, dans le fond, tu peux vraiment en faire là, ton petit chemin, le chemin que tu veux, selon l'horaire que tu veux, selon les tâches que tu veux faire, l'expérience que tu veux prendre. Tu sais, il y a des gens qui veulent débuter leur carrière, ils veulent aller travailler à l'urgence parce que c'est super excitant. Puis, ben, sauf qu'à un moment donné, avec les années, si on le garde, moi, j'aimerais mieux avoir une job tranquille, pas de stress. Mais en fait, c'est ça l'opportunité. Puis je pense que il y a beaucoup plus d'opportunités ici pour ça. Puis là, je veux que tu nous contes ton histoire de quelqu'un qui a commencé aux soins intensifs, mais qui a décidé de s'orienter vers autre chose. Parce que, je fais une petite parenthèse ici, tu as commencé comme infirmier à travailler de nuit et là, tu es rendu à travailler de chez vous 8 jours par mois avec un salaire de temps plein. Fait qu'explique-nous qu'est-ce qui ouais, s'est mais je fais des passé. chiffres de 24 heures. Là. Oui, ben c'est ça, mais explique-nous. Ouais, mais ça, c'est quoi. Um, alors, j'ai travaillé, je pense, 4-5 ans de nuit au début, mais j'aurais pu aller de jour pas mal plus vite. C'est juste que il y, a- il y a- il y Il y avait avait une tout le bonne temps, prime. genre aux 3 mois, ils demandaient il y avait des ouvertures sur le chiffre de jour. Ça a pris 4-5 ans avant de décider d'aller de jour. Mhm. La seule, ce boss-là, vraiment, elle y allait par ancienneté pour les premiers choix pour ceux qui voulaient aller de jour. Fait que même s'il n'y a pas de syndicat, il y avait certaines choses comme ça qui Mhm. marchaient par ancienneté. Je pense qu'il était fair là, pour quelqu'un qui était longtemps sur le chiffre de nuit qui va aller le jour, mais il devrait avoir priorité sur quelqu'un qui vient juste d'arriver. C'est ça, je suis allé de jour, là, je me suis ramassé j'étais il appelle ça charge nurse ici, là, je sais pas, c'est genre la personne qui est responsable du chiffre, mettons, là, il y avait comme une rotation, on était peut-être 6 7 8 personnes qui faisaient ça, puis on, on faisait une rotation là-dessus. Et en 2010, je travaillais dans un hôpital qui avait un centre de transplantation qui était comme en train d'exploser, de devenir de plus en plus gros. Et un des pneumologues qui a à un moment donné passé aux soins intensifs, probablement parce qu'il avait remarqué que je faisais une job qui avait du bon sens, puis tout ça, puis que ça me vantait, mais tu sais, il m'aurait pas demandé ça si j'étais un grand bon, mais il m'a demandé d'appliquer sur la position qui était ouverte de coordinateur de transplantation pulmonaire euh,
travailler dans son équipe. Mhm. Fait que là, j'avais comme pas vraiment pensé que je pouvais qualifier pour ça, tu vois. Parce que là-bas, c'est pas l'ancienneté qui applique pour qui donne. C'est vraiment au mérite, là. Mhm. Tu fais quand même, faut t'appliquer sur la position, ils vont quand même même s'ils te veulent de même, ils vont te passer en entrevue avec le boss, avec les employés, avec tes futurs collègues, et ensuite avec les médecins aussi, ils veulent te passer en entrevue pour s'assurer que tu vas être là pour les bonnes raisons, et que tu vas être un bon fit avec l'équipe. Là, c'est un processus, là, ça prend une couple de mois. Puis évidemment, j'ai eu l'emploi. J'ai commencé, je pense, une couple de semaines après que notre dernière soit née. Dans le fond, pour Chose toi, de... c'était un changement de travailler avec des patients. Ouais, Euh, c'était passé d'une job qui était genre vraiment, mettons, on travaille une fin de semaine sur deux, les, les jours de férié, puis ces affaires-là, comme une position normale de patient à l'hôpital, à aller à une job plus bureau avec aussi un élément être sur appel pour les transplantations. Mais c'est une job plus de 8 à 4 ou 9 à 5, whatever. Avec ton Du petit lundi au bureau dans vendredi. un cubicule. Fait que là, moi, c'est ça, avec un bureau, mon ordi, j'avais une liste de patients, puis moi, je m'occupais de ceux qui avaient reçu leur transplantation, qui étaient à la maison. Si je faisais réadmettre à l'hôpital, pendant qu'ils étaient à l'hôpital, je m'en occupais pas vraiment, parce que de toute façon, j'avais rien à faire à leur offrir parce qu'ils étaient à l'hôpital. Mhm. Mais quand ils retournaient chez eux, j'y reprenais. J'avais à peu près 80 à 100 patients à suivre de même. Ça sonne gros, mais tu sais, c'est pas comme si tu fais quelque chose pour chaque patient tous les jours. Puis quand ils venaient à la clinique voir le médecin, mais là, c'est là que j'allais voir, puis je m'assurais que les médicaments ils étaient à jour. Mais tu sais, j'aurais notre équipe c'était toute une équipe de relativement jeunes personnes, là, parce que c'est comme si ce job-là, ça attirait pas grand monde, parce que transplantation pulmonaire, c'est comme genre, transplantation cardiaque, c'est comme plus sexy un peu, on dirait, là. Mais Mhm. transplantation pulmonaire, c'est comme plus, je sais pas, c'est comme Ça sonne moins bien. c'est c'est plus d'ouvrage un peu dans un sens. Là. Les transplantés de poumons, ils sont quelque chose un peu des fois, là. Mais non, c'est une belle expérience. Puis là, j'ai travaillé avec un autre médecin dans cette équipe-là. Puis, en tout cas, pendant une couple d'années, on avait vraiment une bonne équipe. On avait tout du monde qui était là. C'était tout du monde qui avait des soins intensifs de ce que j'avais. Fait que on avait comme toute la même entraînement de base, si on veut, le même genre d'expérience. Fait que on comprenait tous les principes de, de pallier aux soins intensifs et tout ça. Puis, aussi les donneurs d'organes. Parce que Mhm. on ne rentrera pas trop là-dedans parce qu'on prend en parler pendant 2 heures, mais là, il y a un autre Mais médecin qui m'a comme. tu t'es J'imagine qu'il trouvait que spécialisé je faisais. là-dedans. Dans le fond, tu t'es spécialisé, Ouais, c'est ça, tu as pris spécialisé de en l'expérience en transplantation. transplantation, c'est ça. Une job que j'aurais jamais été capable d'avoir au Québec parce que probablement il y a juste à Montréal qui font ce genre de transplantation-là. Puis ici, c'est la même rue à Houston, il y a 3 centres qui font des transplantations pulmonaires. Puis il y en a à Dallas, il y en a à San Antonio. Fait que, tu sais, c'est pas mal plus gros qu'au Québec, là, qu'au Canada aussi. Là, parce que même en Ontario, je pense que c'est juste à Toronto qui font des transplantations pulmonaires. Fait que ça, c'est comme. Ici, l'opportunité est beaucoup plus grande. C'est pas juste une opportunité d'emploi, c'est aussi. Ben, oui, ça découle sur l'emploi, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui prennent les soins intensifs comme un tremplin pour pouvoir Mhm. aller faire ce qu'on appelle CRNA, c'est des nurse anesthésistes. Mhm. Je pense pas que ça existe au Canada. Parce qu'au moins au Québec, ça n'existe pas, à ma connaissance, hein. C'est comme des infirmières praticiennes qui sont spécialisées Bon. en anesthésie, puis Mhm. ils sont. C'est un cours d'au moins 2 ans, je pense, euh, qui est donné par une école de médecine, puis ils deviennent. Il y a certaines places qui peuvent pratiquer ça, quand même. Je pense qu'il faut toujours qu'il y ait un anesthésiste sur place qui supervise, mais ils peuvent avoir ils peuvent être genre deux, trois CRNA qui ont chacun leur salle avec un anesthésiste qui se promène sur les 3 salles pour aller voir et s'assurer que c'est correct, là. Puis c'est payant, Mais hein? ouais, ça, c'est une job payante. Ben, dépendamment, si tu veux aller travailler dans des endroits plus perdus, là, mettons, sur le bord de la frontière avec le Mexique, je pense que tu peux faire entre 200 000 par année là-bas. Là. Mhm. Mais plus à Houston, tu commences probablement à
150 puis monter à Mhm. 180, 200. Fait que c'est comme une job plus d'anesthésiste. Mhm. Ou les infirmières praticiennes, là, ils en engagent sans arrêt de ça. Il y a des gros ouvertures. Il y a comme deux chemins. Là. Il y a un chemin plus comment ils appellent? Acute care, c'est soins aigus, si tu veux. Là. C'est Mhm. ceux qui veulent travailler dans l'hôpital, dans un contexte hospitalier, ou ceux qui veulent travailler dans un contexte euh, clinique externe. Il Clinique. y a Ouais. comme deux chemins à suivre pour ces deux cours un peu différents. Un ne peut pas. Si tu es qualifié dans un, tu peux pas le travailler dans l'autre, et vice-versa, parce que c'est pas la même licence, la même formation, mais ça se ressemble un peu, mais il y a des différences quand même. Fait que ça, c'est Mais dans le fond, il y a tout. c'est un dérivé de gens qui travaillent aux soins intensifs parce que dans le fond, les soins intensifs, puis j'imagine aussi l'urgence, c'est un autre tremplin. Hein. Tu vas avoir deux, mettons, quand tu as de l'expérience dans ces deux trucs-là, c'est comme plus facile après de trouver quelque chose d'autre, c'est ça? Ouais, la plupart du monde qui finissent par aller dans ces deux, soit CRNA ou NP qu'on appelle, le Nurse Practitioner, Mhm. souvent c'est du monde qui ont passé par les soins intensifs. Fait que, tu sais, c'est comme très recommandé de passer par là. C'est pas obligatoire, je pense, là, mais c'est très recommandé de passer par là. Surtout si c'est pour faire, mettons, du soin aigu, là, soins hospitaliers, là, c'est un gros plus de faire les soins intensifs pour pouvoir rentrer dans cette. Ben, pour avoir du succès ou avoir plus d'ouverture une fois que tu finis le cours. Là. Ça Fait que aussi, là, toi, c'est un cours d'à peu près 2 ans, 2, 3 ans, dépendamment si tu le fais à temps plein ou temps partiel. mhm. Les Toi, hôpitaux dans le aussi, ils donnent fond, certains montants pour payer les frais scolarité. Là. Dans mon temps, c'est 2500 par année. Là, ça doit être rendu pour moi 4-5 000 par année qu'ils donnent, là, parce que ça monte un peu depuis ce temps-là. Là. Mais ça aide. C'est de même que j'ai fait mon bac ici, puis c'est de même que j'ai peut-être payé la moitié du bac avec l'argent gratis de l'hôpital qui me donnait sans. Tant que je passais mes cours, j'avais droit à cet argent-là, puis c'était pas comme. J'avais rien, je leur devais rien en échange. C'était genre, j'avais droit à 2500 par année, puis si je l'utilisais pas, je le perdais. bon, fait que là, tu as travaillé combien d'années pour cet hôpital-là? Ah, de 2003 à 2015, fait que 12 ans. J'ai fait 7 ans aux soins intensifs, après ça 5 ans en transplantation. Ah, attends une minute. Donc, pendant ce temps-là, tu as été faire ton bac parce que tu avais juste un DEC Ouais, du Québec. Donc, tu es allé faire ton bac, donc ouais. payé sur En plusieurs partie années payé par l'hôpital. Hein. ouais, par l'hôpital. Et après ça, tu as eu une offre pour aller travailler dans un autre hôpital pour aller partir un programme de transplantation pulmonaire. Dans le fond, c'était de l'autre bord de la rue. C'est vraiment, Ouais. c'est ça pareil. Puis donc, dans le fond, tu as vraiment comme parti avec un programme qui avait rien. Il n'y avait absolument pas de patients au début. Il a fallu que tu montes même toute la structure légale, en fait, aider avec tout ce qui est... Parce que c'est un... On s'entend, là, sur la transplantation, aux États-Unis, du moins, c'est excessivement réglementé. Donc, tu as comme aidé là-dessus, puis ça t'a comme donné ça t'a donné une expérience encore supplémentaire à ton background, dans le fond. Puis, ce qui t'a mené éventuellement, puis je veux pas qu'on en jase pendant des siècles, mais je veux euh, que les gens comprennent que toutes ces choses-là, tu as amené maintenant à travailler là. Là, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, parce que tu travailles plus dans un hôpital du tout. Tu travailles avec ta licence. Quand même, tu as besoin de ta licence pour le travail que tu fais parce que c'est un critère. Mais tu fais quelque chose de totalement différent. Explique-nous. Ben là, ça va faire. J'ai changé. Un an après la pandémie, à peu près, c'est là que je me suis ramassé là. Ça a fait 4 ans. Mon enfant, ça a fait 4 ans au début de l'été. C'est une compagnie qui s'appelle Transmedics qui a des
je sais pas comment dire ça en français, des devices, des équipements Mhm. pour transporter les organes. Mhm. Comme une machine, hein. Une machine qui met l'organe dessus, puis il y a du sang, puis le sang circule, puis ça garde l'organe comme en vie pendant le transport à la température normale du corps humain. Ça, comme moi, la job que j'ai, c'est à la maison, c'est comme remote. Là, on fait des chiffres de 24 heures, mais c'est comme, on n'est pas debout 24 heures, là, c'est comme Non, il plus. fait la tondeuse, il fait toutes sortes d'affaires Ouais. pendant ce temps. Mais t'es là, dans le fond, il faut que tu sois Mais disponible pendant 24 heures. faut que je réponde à des textes ou des appels. Quand c'est tranquille, je vais faire des affaires de même. Mais quand j'ai commencé, c'était vraiment. Le programme commençait, fait qu'on était vraiment tranquille, mais là, c'est de plus en plus occupé. Fait que j'ai de moins en moins de temps à faire des activités extracurriculaires, là. Vu qu'on fait des chiffres de 24 heures, c'est à peu près 8 chiffres par mois, fait que de la maison, fait que c'est comme. C'est une job qui est comme dur à quitter, là. Avec Des- des conditions assez incroyables, la meilleure Ouais, probablement assurance les santé qu'on meilleures a eue. assurances Oui. que j'ai jamais eu de ma vie. Puis le salaire est bon, ils nous donnent des actions. La compagnie est en bourse, c'est une compagnie privée, évidemment. Fait que c'est comme un peu différent d'un hôpital, parce que même si les hôpitaux sont privés, euh, ils ont, sont pas à la bourse habituellement, là. Fait qu'ils n'ont pas besoin de ils sont pas jugés par leurs actionnaires, tout ça, mais tandis que nous autres, on est une compagnie privée qui, ben, techniquement, j'imagine publique parce qu'on est à la bourse, mais le but, c'est de faire de l'argent, puis à tous les trimestres, ça fait de plus en plus d'argent. Sinon, l'action, mais comme n'importe quelle compagnie est en bourse, s'ils font moins d'argent, l'action va tomber. Mais c'est un peu ça la différence. Et en fait, ce job-là que tu as là, ça t'a comme permis d'être un peu plus libre, puis bon, tu t'es trouvé un contrat, dans le fond, comme consultant dans un centre de transplantation à San Antonio que tu as fait pendant un peu plus d'un an. Maintenant, dans le fond, tu es pompier volontaire, puis maintenant pompier certifié. Donc, pompier, ambulancier, tu es aussi arbitre au football, arbitre au baseball. Fait que finalement, ce job-là t'a permis vraiment de faire la vie que tu voulais. Fait que quand je parle d'opportunité, je parle vraiment de ça. Tu décides qu'est-ce que tu veux, puis c'est plus facile. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile ici de dire, bon, regarde, tu sais, moi, c'est le genre de vie que je veux. Je veux travailler, je dis des fois, une fois de temps en temps, Ben, parce que bon, tu fais moins de chiffres, mais ça te permet de développer autre chose de ta carrière. Même, tu aurais pu complètement décider de retourner à l'école pendant tes journées libres, puis d'avoir un autre diplôme, puis un autre choix de carrière totalement, complètement différent. C'est juste, c'est juste ça. C'est juste ça, l'opportunité. Je pense que c'est plus facile d'accomplir ça ici pour plusieurs raisons, mais c'est juste plus simple. Là, bon, on est aujourd'hui, tu es encore infirmier, encore ta licence de pratique. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont déjà dans le domaine de la santé, là, on a parlé ici d'infirmiers, infirmières, mais ça peut être d'autres, ça peut être ergothérapeute, ça peut être orthophoniste. Bon, il y a comme une liste. Ça peut être même infirmière auxiliaire parce que ça rentre là-dedans, même si c'est plus difficile d'avoir un visa. Mais mettons là que quelqu'un veut s'en venir aux États-Unis. Quelqu'un qui, bon, là, on a des gens qui nous écoutent du Québec, on a des gens qui nous écoutent de la France. C'est sûr que je parle souvent du Québec parce que je viens de là, puis bon, toi aussi. Mais pour les Français, dans le fond, le TN n'est pas disponible, mais les autres, H1B, le EB3, ça pourrait être des avenues pour vous. Pour le TN, c'est pour les Canadiens, puis en fait, ça couvre aussi les Mexicains, c'est le visa le plus facile. Fait que le visa, il est super simple à avoir, mais ils ont comme ajouté une étape supplémentaire qui se trouve à être le visa screen. Et là,
dans le fond, toi, tu l'as fait, le Visa Screen, mais tu l'as pas fait au début. Tu l'as fait pour renouveler après, pour avoir ta carte verte. Tu as dû passer par là. En quoi ça consiste le Visa Screen? Là? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour faire ce Visa Screen-là? C'est un processus qui est géré par le département de Homeland Security. C'est quand j'ai fallu que je le fasse, soit quand j'ai renouvelé mon TN après un an, parce que dans ce temps-là, c'était juste un an, ou quand on a commencé les démarches de carte verte, qui se trouve à être genre à peu près un an et demi pour qu'on soit arrivé ici. Mm-hmm. Mais la première affaire, évidemment, c'est d'appliquer. Ensuite, ils veulent tout avoir tes bulletins, Les diplômes. les diplômes, l'équivalent des cours que j'ai Mm-hmm. fait. Il a fallu que j'ai fait toutes mes cégeps. Ben, toutes mes cégeps. Mettons, j'ai fait deux places là, à soins infirmiers. Là, parce que j'ai fait une session à une place, puis le reste à l'autre. Il a fallu que j'obtienne toutes ces affaires-là, mais il faut que ça soit envoyé directement par l'école à eux autres. Mm-hmm. Et il faut que ça soit traduit en plus. Je me souviens plus comment ça marchait, s'il fallait que je paye un service de traduction par le Visa Screen mais est-ce qu'il faut que ça soit évidemment, nous autres, malheureusement, on va à l'école la plupart de nous autres, on va à l'école en français, fait qu'il faut que ça soit traduit en anglais. Mm-hmm. Même si chimie puis chemistry, ça ressemble pas mal, ou mathématiques, puis mathématiques, c'est la même affaire, parce qu'ils veulent que ça soit tout traduit. Deuxième affaire, une fois qu'on vérifie que ton éducation est valide, puis ton diplôme est valide et tout ça, là, c'est correct. L'autre affaire, c'est vu on parle français. Si j'avais été à l'école en anglais, j'aurais pas eu besoin de faire la deuxième étape, qui se trouve à passer des tests d'anglais. Ils veulent s'assurer que tu comprennes, puis que tu puisses parler d'anglais. Moi, j'avais fait deux tests. Là. Il y avait ça s'appelait le TOEFL, TOEFL, Test of English as Foreign Language. Puis l'autre, c'était TSC, qui était Test of Spoken English. Mm-hmm. Même si ça faisait déjà un an et demi que je travaillais ici, il fallait que je prouve que j'étais capable de fonctionner en anglais. Là, la première fois que j'ai passé le TSC, je l'ai poché parce que il fallait faire ça sur un téléphone. C'est comme un enregistrement, puis j'ai comme mal compris une question, puis complètement. Là, j'ai complètement manqué la première question, puis après ça, c'est tout fait manquer. La deuxième coup, je savais à quoi m'attendre, ça a beaucoup mieux été. Mm-hmm. Et ensuite, il y avait Là, probablement il y a le NCLEX là, Ah que tu ouais, dois le passer. Là, NCLEX. Ben donc, là, moi, je l'avais passé avant, le NCLEX, mais là, ça ouais. fait partie du Visa Screen, à ça, de Ouais. passer le NCLEX, qui est l'examen de l'ordre, qui est un examen national. Là, c'est pas comme au Québec. Le Québec a son propre examen. Le reste du Canada, je sais pas s'ils partagent le même ou chaque province a son test différent, mais le NCLEX, par exemple, c'est peu importe si non, dans le fond, ça, le Visa Screen, c'est peu importe si t'es à l'école en anglais, en français, en Chine Ouais. ou whatever, il faut que tu le fasses. Là. C'est juste, si tu as étudié à l'extérieur des États-Unis, fait que dans le C'est fond, ça. même si, mettons là, que tu décides de venir étudier aux États-Unis, même en étant avec un visa d'étudiant, mais là, tu n'auras pas besoin de passer ça. Tu vas avoir été à l'école en Non, anglais, tu vas donc avoir bon, une fait que tu job. n'auras même pas besoin, c'est ça. Fait que, mais si ton éducation vient de l'extérieur des États-Unis, ben là, il faut que tu le passes. Puis là, si tu as étudié dans une autre langue, mais là, il faut que tu passes le test d'anglais. Puis c'est sûr que parce que je pense, c'est quoi, c'est 740 $, je pense que ça coûte. Ouais, C'est un, l'application, et puis si tu veux que ça prend 4 à 6 mois, puis si ouais. tu veux que ça aille plus vite, dans de quasiment 10 jours, je pense que c'est un autre 600$. Mm-hmm. Plus les frais de traduction des documents, Mm-hmm. passer le NCLEX. Qui est 200 $ si tu le fais de l'intérieur des États-Unis. Je pense que c'est 350 si tu le fais de l'extérieur. Parce que tu peux, pour les Canadiens, c'est quand même simple. Il y a quand même plusieurs endroits où tu peux aller passer le NCLEX. En Europe, par contre, c'est un peu plus difficile. Pour les Français, on doit se déplacer Allemagne, Italie, UK. Donc, c'est pas... mais il n'y en a pas en France, malheureusement. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut faire, il faut prévoir, puis il faut tout faire ce processus-là avant même de se trouver un emploi, sauf que ça paraît très bien. Je veux dire, ça paraît très bien de montrer que
ben regarde, j'ai fait ça, tu sais, puis maintenant je suis éligible, j'ai mon permis de pratique, bon, tout Ben, ça. si t'es avant d'essayer de trouver un emploi, t'as tout fait ce processus-là, puis t'as dépensé au-dessus de 1000 $, mais Mhm. ça montre que t'es sérieux, là, puis ils perdront pas leur temps avec toi, essayer de t'engager, puis tout, là. Fait que c'est vraiment, je recommanderais recommanderais de faire ça avant, Ben, il d'essayer faut de le trouver faire, un en fait, emploi. c'est ça. Il faut le faire avant parce que dans le fond, il n'y a personne qui va regarder le CV si vous ne le faites pas. Puis, tu sais, il y a souvent des gens qui me demandent, non, mais à quel point c'est facile de trouver des emplois. Puis moi, je leur dis souvent, c'est sûr il y a des grosses compagnies qui font ça régulièrement. Donc, on leur parle de TN, ils ont aucun problème, là. Ils savent exactement c'est quoi. H1B, bon, parce que le H1B, il y a une limite là, par année. Mais il y a beaucoup d'hôpitaux, des gros hôpitaux qui ont des H1B à donner. Donc, Le TN Visa, ce que dans le temps, ce que ça prenait la licence de l'État où j'allais travailler et une lettre d'embauche. mhm. Et elle aurait été aux douanes. Je remplissais la paperasse du TN, puis ça me coûtait, je pense, 60$. Ouais, Puis ça prenait c'est une à peu près, demi-heure, puis après ça, j'étais c'est en, bail, je montais sur la route. c'est ça, c'est encore à peu près les mêmes. Là, dans le fond, là, Mais maintenant, c'est aujourd'hui, faut probablement, que montrer tu le montes ton Visa Visa Screen. Screen. Ouais, Visa Screen, parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer. Tu sais, ton Visa Screen, c'est la preuve de tes diplômes puis la preuve de tout ça, là, donc tu n'as pas besoin de montrer ça. Bon, faut que tu montres ton passeport. Faut que tu montres si il y a des gens dans la famille. Mettons, s'il y a des enfants, conjoints, il faut montrer le certificat de Ouais, il fallait mariage. probablement monter une mariage, ça, là. Certificat de mariage, certificat de Ouais. naissance des enfants pour montrer que c'est bien nos enfants. Et la personne qui va avoir le TN va avoir vraiment le TN. Donc, on peut travailler seulement pour cet employeur-là. Puis les autres vont avoir un TD qui leur permet d'habiter aux États-Unis, d'aller à l'école, tout ça, mais ne leur permet pas de travailler. Ça, c'est le petit bout plat du TN. Pour le H1B, c'est un peu différent parce que ça se fait à partir, avec l'employeur. Donc, c'est pas à la douane qu'on reçoit le visa, là, donc c'est totalement différent. Mais bon, c'est le H1B, c'est un visa qui est maintenant euh, dual intent. Donc, de par ce visa-là, vous pouvez demander la carte verte. Chose que le TN n'est pas le cas. Donc, il faut passer par un autre sponsorship au B3 dans le cas du TN parce que ça ne l'amène pas à la carte verte. C'est un visa qui est non immigratoire. Donc, si vous voulez vous trouver un emploi, ce que je suggère, c'est d'aller faire une recherche. Puis c'est relativement simple, sincèrement, maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez essayer de trouver des employeurs. Tu sais, mettons, parce que souvent, par un exemple, ChatGPT va aller chercher sur Reddit. C'est facile d'aller trouver des gens qui, ben oui, regarde, moi, je me suis fait engager à telle place avec un TN. Donc, on le sait que c'est des employeurs qui connaissent au moins le TN. Ce qui est avantageux pour eux d'avoir quelqu'un sur un TN, c'est que la personne, elle peut pas aller travailler ailleurs. Donc, parce que c'est un peu ça, hein, tu veux, ta rétention, c'est assez important. Là, le visa, il est bon pour 3 ans. Le TN, il est bon pour 3 ans. Donc, les gens qui arrivent, qui vont travailler pour le même employeur, dans le fond, parce que oui, ils pourraient toujours aller travailler pour un employeur, mais il faut refaire le processus au complet. Donc, il y a beaucoup plus de chances que la personne reste. Elle est attachée à l'employeur. Donc, c'est un avantage pour l'hôpital qui n'est pas toujours en train d'embaucher des nouvelles personnes. Si vous faites tout le processus, que vous avez un beau CV avec une belle lettre de présentation montrant que vous avez toutes fait ces étapes-là, mais je pense que sincèrement, vous allez avoir plus qu'une offre, là. Puis bon, on pourrait faire une autre vidéo sur
comment regarder une offre et les bénéfices, parce que je pense que c'est les gens comprennent le salaire, c'est une chose, mais aux États-Unis, le salaire, ce n'est pas tout. Le salaire, c'est juste une petite partie. Il faut regarder le package au complet avec toutes les assurances santé, bon, dentaire, les yeux, puis tout ce qui vient avec pour voir si c'est avantageux ou pas. Mais surtout si vous recevez plusieurs offres de plusieurs hôpitaux, faut vraiment parler le langage, parce que si je vous parle de ça demain matin, vous allez faire ah, qu'est-ce que c'est ça? Fait que anyway, c'est très possible pour quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, que ce soit infirmier. As-tu la liste de toutes les professions? Je ne me rappelle pas par cœur. Je sais que orthophoniste, ergothérapeute, il y avait infirmière auxiliaire, infirmier. Je sais que ça couvrait pas. Ah oui, un physiothérapeute, je pense, qui était dessus. Ouais, Physiothérapeute était dessus. physiothérapeute. Je sais que dans le temps, pour avoir la carte verte, là, il y avait deux professions qui étaient vraiment faciles d'avoir une carte verte, c'était physiothérapeute puis nursing. Mais Infirmier, là, ouais. C'est on ça, il y parle a de des là. choses c'est ça, ils ont des choses qui ont changé, mais ça, c'est à part infirmière auxiliaire, c'est tout dans la liste de TN, donc vous pouvez avoir votre visa avec ça. Puis, c'est relatif, tu sais, si c'est sur la liste de TN, bon, la liste, elle n'a pas été changée depuis longtemps, là, mais c'est encore des professions qui sont en demande. Donc, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés. Le seul qui n'est pas éligible au TN, encore une fois, je veux le dire parce que c'est important, c'est infirmière auxiliaire. Donc, ça c'est pas sur la liste, mais c'est quand même une profession que peu importe si un jour vous, euh, vous êtes aux États-Unis, par exemple, vous êtes un conjoint de quelqu'un, vous êtes infirmière auxiliaire, vous avez un visa parce que vous avez un visa de travail par votre conjoint, que vous pouvez aller travailler pour n'importe quel employeur. On va vous faire passer le visa screen parce que vous n'avez pas étudié aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que c'est sur cette liste-là. Donc, y a-t-il autre chose on voulait parler? Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais juste que les gens connaissent, bon, que les soins de santé, les jobs dans les soins de la santé aux États-Unis, je veux dire, c'est excellent, Ouais. des bonnes conditions de travail, que il y a beaucoup d'opportunités aussi d'avancement, puis même, tu sais, pas juste de l'avancement, c'est pas juste nécessairement, tu sais, d'accéder à un poste supérieur, non. Ça va vraiment avec le mode de vie. Les Américains ont je pense, cette habileté de vraiment faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, bon, regarde, moi, là, je décide, tu sais, c'est pas le petit modèle de 8 à 4, là, bon, qui est pas toujours encore comme ça au Québec, mais j'ai comme l'impression que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un horaire qui est comme différent, qui diffère. On dirait que tout le modèle au Québec, il se ressemble toujours un peu. Tandis qu'ici, il y en a, puis les gens se font pas juger pour ça. Fait que, ben, je te remercie super gros d'avoir accepté de partager ton Il n'y a pas le histoire choix. avec les autres parce que moi, je la connais. Puis si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Puis moi ou Pierre-Luc, on va répondre. Merci!